Oui, exactement, l'instrumentalisation de l'histoire coloniale d'Afrique du Nord au sein des manuels scolaires et des médias. Mais avant tout, j'aimerais vous dire, tout à l'heure, Jordi a dit, les choses doivent être dites. Et effectivement, je vais peut-être utiliser des mots un peu forts, hein, je risque de choquer aussi, mais il faut dire les choses. Et moi, je m'occupe essentiellement, hein, du primaire, de vos donc petits-enfants, arrière-petits-enfants, puisque c'est d'eux dont il s'agit, les prochaines générations, et la manière dont on les a endoctrinés par cet enseignement depuis 30 ans qui pollue les manuels scolaires. Je vous ai apporté 3 manuels que je vais faire passer, puisque je n'ai pas de slide, et vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même. Donc, avant toute chose, j'aimerais dire aussi, pour pas trop choquer mes amis Jean-Jacques Jordi et Guy Pervilliers, j'ai remarqué quelque chose de dramatique. C'est en fait, à mesure que la science historique progresse, vous avez fait progresser vous-même, hein, tous les deux en particulier, la recherche sur la guerre d'Algérie, eh bien, ce qui se passe dans les manuels scolaires de nos enfants de 12, 13, 14 ans n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il existe une dichotomie entre la recherche historique aujourd'hui et les manuels de vulgarisation, comme on dit, et je vais tâcher de vous expliquer pourquoi. Voilà, hein, le but de mon intervention. Donc, bien sûr, un mot quand même sur la dernière déclaration d'Emmanuel Macron, hein, qui symbolise bien ce fait. La colonisation française est un crime contre l'humanité, une vraie barbarie, a-t-il dit. Hein. Ça illustre bien ce passé qui ne passe plus et les difficultés à faire connaître une histoire apaisée et équilibrée, comme les autres nations, je connais bien l'Angleterre, y parviennent, en Espagne aussi, Portugal ou Hollande. Donc Macron, pourquoi a-t-il dit ça? C'est l'exemple type de cette nouvelle génération d'hommes politiques à qui on a, ignorant tout de l'histoire coloniale, puisqu'on ne lui a pas apprise l'histoire coloniale correctement, on lui a mal apprise. D'où ces propos irresponsables, puisqu'affirmer cela, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est une contre-vérité historique selon l'article 7, hein, du fameux traité de Rome, de la Cour pénale internationale, sur le crime contre l'humanité. Et ensuite, c'est une insulte à l'histoire de France par pur calcul électoraliste. Donc pour moi, l'histoire coloniale aujourd'hui, et en particulier l'histoire d'Afrique du Nord, subit une vision que j'appellerais hémiplégique de l'histoire. Hein. L'histoire malmenée de la colonisation est bien plus complexe que celle que l'on enseigne aujourd'hui à nos enfants de 12, 13, 14 ans. Il faut bien évidemment parler des choses, des aspects négatifs, ça j'en conviens, hein, des exactions françaises lors de la conquête de l'Algérie, j'en conviens, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé justement dans ce cas précis, puisque je suis l'auteur aussi d'un manuel scolaire pour les 5e, 4e, 3e aux éditions La Martinière qui marche extrêmement bien, où j'ai essayé de mettre en œuvre tout ce que je propose pour essayer d'enseigner une histoire un peu plus équilibrée, sereine et apaisée, qui serait peut-être la clé, hein, de bien des problèmes dont souffre la France aujourd'hui. Donc bien sûr qu'il faut parler de la part d'exploitation commerciale, politique et philosophique même de la colonisation. Mais depuis 30 ans, en particulier, ces manuels sont rédigés essentiellement, hein, par les grandes maisons d'édition scolaire qui agissent en surenchère par rapport aux instructions officielles qui sont parfois, les toutes dernières, on en parlait tout à l'heure avec Guy, sont à peu près acceptables, mais les maisons d'édition scolaire, Nathan, Bordas, Hachette, n'en tiennent absolument pas compte. Et encore moins les directeurs d'ouvrage, puisque la plupart enfin vous en connaissez le plus célèbre et le plus médiatique des historiens de la guerre d'Algérie, qui est effectivement derrière, je l'ai apporté, le fameux manuel de la collection Magnard. Ah, vous avez compris que je parlais de Benjamin Stora, qui est omniprésent, et effectivement, c'est absolument hallucinant pour un historien qui se dit sérieux de laisser passer une désinformation, un endoctrinement pareil. C'est gravissime. Et je pense que c'est vrai que notre communauté aussi devrait essayer de faire quelque chose parce que ça ne peut plus durer. Donc son nom est cité partout, bien sûr, en particulier dans le manuel. C'est une vision reprise mot pour mot par les autres manuels aussi. Et
surtout, ce qui est plus grave, j'ouvre un maximum mon propos, c'est que ça pollue maintenant les sites Internet. J'attire votre attention sur Wikipédia en particulier. Allez voir la notice de Gallieni ou du général Bugeaud. Hitler à côté, c'est vraiment de l'eau de rose, quoi. C'est hallucinant. Et nos enfants de 11 ans, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils tapent tout de suite Bugeaud, Gallieni, ils vont chercher et ils lisent et ils transmettent ça lors de leurs exposés. Donc c'est quand même gravissime. Alors qu'une connaissance objective de l'histoire, donc on est historien, on se voudrait historien sérieux, mais aujourd'hui, effectivement, la guerre de mémoire a remplacé l'histoire. Ce télescopage entre l'histoire et la mémoire n'est plus possible. Et comme l'a fait remarquer Pierre Nora, regardez les intitulés des chapitres, c'est vraiment passionnant. Je vais faire passer celui-ci en premier. Avant, vous avez connu peut-être dans les Malais Isaac et tout, on parlait d'expansion, de l'expansion coloniale de l'Europe, l'expansion européenne dans le monde. Et aujourd'hui, bien sûr, le terme d'expansion est complètement supprimé et on l'a remplacé tout simplement par le terme domination. Donc, comme l'explique Pierre Nora, le terme domination condamnable et négatif a remplacé l'expansion coloniale, dont la domination n'était qu'un des effets de l'expansion, bien sûr, mais ça permettait effectivement de faire comprendre toute la complexité d'un phénomène qui a toujours existé. Donc, je vais faire passer déjà par là, vous verrez. Ensuite, vous verrez des images sur le travail forcé, l'exploitation de l'Algérie. J'aime bien les titres. Exploitation économique de l'Algérie. Vous verrez, de toute façon, une image vaut 1000 mots et vous allez tout comprendre. Donc, voyez, il y a cette dérive sémantique déjà dans les intitulés des programmes. Et pour moi, donc les premiers responsables sont l'éducation nationale, certes, mais avant tout, j'aimerais quand même aussi dire un mot sur les médias et nos dirigeants politiques, puisqu'ils jouent la carte de la criminalisation, de la culpabilisation dans un but électoraliste. Donc je ne veux pas dire deux mots, enfin si, je vais les dire quand même, deux mots sur Madame Taubira, Christiane Taubira, qui a en 2001 fait voter la fameuse loi sur la traite atlantique, décrétant que c'était un crime contre l'humanité, bien sûr. C'est un fait que l'esclavage est horrible, mais elle a consciencieusement oublié la traite orientale et la traite intra-africaine qui était un peu plus importante. Et quand en 2006, vous pouvez trouver son interview à l'Express par Éric Conan, on lui demande pourquoi elle a fait ça, elle dit pourquoi elle a oublié la traite orientale et la traite intra-africaine. Elle le dit elle-même, allez le voir, c'est sur Internet, heureusement qu'il y a quelques côtés positifs. Elle le dit, j'ai fait ça parce que j'ai oublié la traite orientale et intra-africaine, parce qu'il fallait surtout pas culpabiliser les petits Arabes et les petits Noirs dans les banlieues françaises. Elle le dit. Donc, voyez, alors comment voulez-vous faire de l'histoire calmement alors qu'on nous déclare la guerre? Donc, c'est sûr que moi, je suis peut-être de plus en plus, un peu de plus en plus, à force d'être attaqué, puisqu'on m'attaque de plus en plus, c'est vrai que maintenant, je réponds, et c'est vrai que je réponds à la mitrailleuse aussi, parce que trop, c'est trop. Donc, j'ai cette phrase magnifique, on a appris aux Français à détester tout ce qu'ils aimaient et à aimer tout ce qu'ils détestaient. Dernièrement, j'ai un ami professeur à Sciences Po qui m'a raconté cette anecdote incroyable. À Sciences Po, un brillant étudiant lui a demandé « Résumez-moi toute l'histoire de France en 2 mots ». Savez-vous ce qu'il a répondu? Ouais, je l'ai entendu. Colonisation et collaboration. Voilà ce qu'on apprend à nos brillants élèves aujourd'hui, nos brillants étudiants. Donc c'est terrible parce que l'éducation nationale porte une responsabilité, puisque c'est dans ses instructions officielles. Elle dit, dans sa fuite en avant multiculturaliste, il faut faire des élèves des citoyens du monde avant d'en faire des citoyens français. Moi, j'ajoute des citoyens français aimant leur pays. Et cet enseignement fait croire à nos enfants que tous les Français ont été d'horribles esclavagistes au XVIIIe, d'infâmes colonisateurs au XIXe, et tous des collabos au XXe. Donc c'est un peu le grave problème, sachant qu'en plus que le troisième responsable, donc après les dirigeants politiques, les médias et l'éducation nationale, c'est les
maisons d'édition scolaire. Vous avez un spécimen ici, Magnard, Nathan, les six grands, les six gros, comme on agissent en surenchère par rapport à ces instructions officielles et noircissent vraiment l'aspect négatif de la colonisation, bien sûr. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler, je l'ai fait moi-même, je parle moi-même dans mon manuel scolaire que j'ai réalisé, des exactions, des enfumades en Algérie. J'en parle, vous voyez, sur cette page, je vais le faire passer. Mais la page d'après, j'insiste sur tous les aspects positifs de la mission civilisatrice française, en particulier la fameuse œuvre sanitaire, et en particulier donc Alexandre Yersin en Indochine, mais en Algérie, bien sûr, le grand Alphonse Laveran, qui a permis d'éradiquer le paludisme. Et quand on me dit, quand le président Hollande permet sur le plateau de Canal+, en avril 2015, des jeunes Algériens de l'interpeller en disant « les Français ont commis un génocide en Algérie », et lui ne dit rien, quoi, le silence vaut acceptation, je lui rétorque, hein, comment se fait-il que la population algérienne soit passée de 2 millions à notre arrivée à 10 millions à notre départ, hein, grâce au bébé Pasteur, je pense au frère Sergent, bien sûr, au docteur Roux et tous ces... Mais, et pareil pour l'œuvre scolaire, l'œuvre éducative, l'œuvre, les routes, les ports, les chemins de fer, et surtout, après 1848, le combat contre l'esclavage n'est jamais évoqué dans ces manuels. En fait, on étudie uniquement les aspects négatifs de l'exploitation politique et commerciale de l'Afrique du Nord. Donc là, je vous ai apporté différents exemples dans les pourquoi et comment ça se passe. Les manuels surenchérissent, donc, et l'histoire coloniale est difficile à enseigner. C'est une histoire c'est l'anti-manichéisme par essence même. Et c'est cette complexité même qui la rendrait passionnante. Et nos enfants seraient capables de comprendre avec une certaine objectivité historique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je vous ai apporté quatre exemples. Dans le 4e Belin, lors de la conquête de l'Algérie, Abdelkader est présenté comme un homme de grande culture, particulièrement tolérant, alors que son adversaire, le général Bugeaud, est décrit sans cesse comme un boucher, une brute sanguinaire. La seule ligne dans le manuel Nathan de 4e sur toute l'œuvre sanitaire dont je vous ai parlé brièvement, qui est quand même colossale, vous le savez bien, c'est les progrès en matière de soins sont surtout liés à la volonté de s'assurer une main-d'œuvre en bonne santé. Donc vous voyez, il y a toujours cette volonté de culpabiliser. Alors bien sûr, il y a une part mais vous voyez, c'est qu'une partie, c'est une partie de la vérité. Ensuite, le manuel de 3e Magnard, donc je vous rappelle que Benjamin Storey a supervisé le 4e Magnard et le 3e Magnard. Ce qui m'a choqué tout de suite, donc je vais vous le faire passer, enfin j'ai que le 3e là, ça faisait un peu lourd, c'est intéressant, c'est cette volonté de minorer la présence européenne en Algérie. Par exemple, on cite le chiffre de 800 000 Français, la population française pour lui c'est 800 000 Français, alors que tout le monde sait que dès le recensement de 1954, il y avait 984 000 Européens. Vous voyez, pour 8,5 millions d'Algériens. Et lui, il dit 800 000 Français pour 10 millions d'Algériens. Donc, de la part de Benjamin Stora, c'est quand même choquant. Ensuite, hein, là, j'entends des commentaires. Ensuite, la présence coloniale française est présentée avec son lot d'exactions, sans jamais parler de l'œuvre positive, ça c'est sûr, mais on parle systématiquement de l'exploitation du pays par les colons, hein, par les méchants colons, et les membres du FLN sont présentés comme de véritables héros. Hein, je vous ai apporté... Vous allez le voir, c'est assez sidérant. Et bien sûr, il n'y a rien, pas un seul mot sur les massacres du FLN ou sur la disparition ou sur les enlèvements. Ça, c'est sûr. Toutes les jantes sont ambiguës, distillant une vision culpabilisatrice, comme le 3e Nathan. Il est dit que toutes les terres ont été confisquées par les Français et les colons, sans jamais rappeler qu'en 1934, 75% des terres agricoles appartenaient toujours aux musulmans. Alors, c'est les plus mauvaises, mais quand même, dans un but d'histoire objective que nous prenons tous, on pourrait mettre ces deux chiffres en balance. Et les exercices sont intéressants. Les exercices des activités sont jamais neutres, bien sûr. Hein.
on demande à l'élève, vous êtes journaliste et vous faites une enquête sur la société algérienne pendant la guerre. Vous êtes frappé par les inégalités entre les colons qui exploitent justement les musulmans et vous rédigez un article en faisant preuve d'un grand esprit critique. Ils insistent, j'aime bien les superlatifs. Et enfin, donc la présentation et l'opposition, vous le verrez dans celui-là, c'est intéressant, avec l'indépendance de l'Inde. Alors l'Inde, les Anglais, d'après Benjamin Stora, citons-le, ont réussi une décolonisation non violente. Bien sûr, il n'y a pas un mot, pour ceux qui savent, Guy et tout le monde, des massacres de 47, rien qu'en été 1947, entre 400 000 et 1 million de morts entre les rivalités entre les musulmans et les hindous, vous savez. Donc j'imagine ce qui s'est passé en 48. Je vous laisse chercher les chiffres. Donc, en fait, pour moi, en tant qu'historien, il n'est pas question d'enseigner une histoire coloniale comme autrefois, comme sous la Troisième République. Loin de moi cette idée. Mais simplement rappeler les faits et les chiffres qui permettent des comparaisons objectives, sans distiller sans cesse et insidieusement à longueur de page cette haine de la France et cette détestation de la France qui, comme vous le savez tous, ont des conséquences catastrophiques dans les banlieues françaises, puisque pour moi, elles sont à l'origine même des attentats de 2015 et de 2016, à cause de tous ces gens dont je viens de citer, de Benjamin Stora à Madame Taubira. Et il faut voir les conséquences, puisque ces islamistes radicaux utilisent parfois un vocabulaire, parfois, quand ils le connaissent, enfin pas eux, mais leurs historiens, et ils citent sans cesse, parlent de nous comme des croisés. Ils font sans cesse référence aux croisades, vous le savez bien. Et on parlait de la Reconquista tout à l'heure, c'est une pure vérité. Donc, la colonisation repose effectivement l'ambiguïté, la difficulté d'enseigner la colonisation française par rapport à la colonisation britannique, c'est que nous avons voulu préserver cet universalisme. Malheureusement, c'était plein de beaux sentiments, mais là encore, le caractère ambigu de l'œuvre coloniale était évident et impossible à justifier. Il faut le reconnaître quand même. Le code de l'indigénat qui est constamment cité, de 1881. On aura un qui prive, vous le savez très bien, du statut juridique qui prive les droits politiques les Algériens. Il n'est jamais précisé qu'il fut aboli en 1945, enfin lors de l'ordonnance du 7 mars 1944, puis en 1946. Et surtout, dans une volonté d'apaiser tout ça, il n'est jamais parlé, il n'est jamais cité les idées de Napoléon III qui avait accordé certains droits civils aux Algériens s'ils renonçaient à leurs droits coraniques, vous le savez bien. Donc ça n'a pas été un succès, puisqu'on compte uniquement 10 000 Algériens qui ont refusé leurs droits coraniques pour devenir pleinement français entre 1865 et 1962. Mais au moins, ça permettrait à nos enfants, puisque je parlais des terribles attentats aujourd'hui, vous le savez que 22% des djihadistes sont des Français de souche. Donc ça permettrait au moins aux petits Français de relativiser tout cela. Donc toute cette dialectique rappelle vraiment la dictature de la bien-pensance actuelle qui pollue les programmes d'histoire et qui rend impossible une vision apaisée de notre histoire. Donc aujourd'hui, il y a cette vision binaire, et simplement, j'en finirai par là, et réductrice de l'histoire, entre oppresseurs et oppressés. Donc bien sûr, nous sommes les oppresseurs. Et donc, ça nourrit cette idéologie compassionnelle et victimaire. Donc, je pense qu'un juste milieu, et vous voyez mon manuel qui circule là-bas, est possible. D'un côté, page de gauche, les enfumades, page de droite, l'œuvre sanitaire et scolaire des Français. Pareil pour tout ce que nous avons fait, vous le savez,
pour l'école des hautes études pratiques de Rabat, qui a permis aux Berbères de redécouvrir leur propre civilisation, comme nous avons permis aux Cambodgiens de redécouvrir Angkor, le temple d'Angkor au Cambodge. Ça, il n'en est jamais fait question. C'est quand même certains savants et brillants scientifiques français qui ont permis tout cela. Donc, j'aimerais quand même terminer par une note d'optimisme, parce qu'il faut rester optimiste quand même, hein, vous le savez, c'est peut-être mon côté pied noir, moi qui suis né à Constantine. Regardez cette période de façon apaisée et sereine, plutôt que de nous complaire dans cette repentance, cette culpabilité sans fin pour des faits passés. Hein, comme le disait Spinoza déjà, la repentance est une seconde faute. Donc dans ce monde globalisé, plus les identités se dissolvent, plus la mémoire devient courte et plus la profondeur historique apparaît comme une nécessité indispensable. Donc, depuis 15 ans, je combats pour essayer de répondre à ces questions afin de réconcilier les Français avec leur passion, puisque l'histoire de France est une passion française depuis 200 ans, mais c'est aussi la France, contrairement au livre l'infâme L'histoire mondialisée de la France de Patrick Boucheron qui est sorti, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, qui dit que tout ce que le monde a apporté à la France, bien sûr, mais avec pas un mot sur Jeanne d'Arc, pas un mot sur Napoléon, ça je ne comprends pas. Et ensuite, pour moi, nous possédons la plus grande communauté. Il faut voir surtout que l'histoire de France, pour moi, c'est l'histoire du monde, grâce à la colonisation, depuis Jacques Cartier hein, en 1962. Donc nous possédons, et c'est la raison pour laquelle nous possédons la plus grande communauté musulmane d'Europe, la plus grande communauté juive d'Europe et une communauté asiatique très importante dans notre pays. Donc ma note d'optimisme, c'est pour cela. Il faut absolument créer une histoire de France riche de cette diversité. J'ai moi-même écrit Les grands immigrés qu'ont fait la France, hein, où je commence à Mazarin et je finis par le grand Romain Gary, hein, Roman Cassiev de son vrai nom, ce petit juif lituanien né à Vilnius, qui a écrit cette phrase magique « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines ». Voilà ce qu'il faudrait apprendre hein, à tous ces nouveaux arrivants. Et pour finir, donc si vous voulez marcher vers le futur, retournez toujours à vos racines. Voilà, merci beaucoup.